Le jour où j'ai compris ce que ma belle-mère avait fait, je me suis sentie orpheline alors que ma mère était encore en vie. Et même mon père. J'ai senti que plus personne au monde ne m'avait jamais vraiment protégé. Je m'appelle Aïcha. J'ai 32 ans. Je vis à Saint-Denis, en région parisienne, avec mon mari Moussa et nos 2 petits, Aminata et Ibrahim. On s'est mariés il y a 8 ans, après un amour de lycée qu'on avait repris à l'âge adulte. Tout le monde disait que c'était un beau mariage. Lui, fils unique chéri, moi, la fille sérieuse qui venait d'une famille modeste de Dakar, installée en France depuis mes 15 ans. On priait ensemble, on jeûnait ensemble, on rêvait d'une grande maison où nos enfants grandiraient entre 2 cultures. Ma belle-mère, maman Fatou, on l'appelait comme ça par respect. Au début, elle était douce comme du miel. Elle m'envoyait des wax magnifiques du Sénégal, elle venait cuisiner le thieboudienne quand j'étais enceinte, elle disait devant tout le monde « Ma belle-fille, c'est la fille que je n'ai jamais eue ». Mais avec le temps, j'ai senti les petites piques. Un jour, elle me disait que mes plats étaient trop français, un autre jour que je travaillais trop et que je négligeais son fils. Des riens. Des choses qu'on pardonne parce que c'est la famille. Et puis il y avait ce sujet qu'on n'abordait jamais. Jamais. Ce qui m'était arrivé quand j'avais 19 ans, ce soir-là, à Dakar, pendant les vacances universitaires. Je n'en parle à personne. Même Moussa ne connaît que la version édulcorée. J'ai eu un accident, un truc grave, mais Dieu m'a sauvé. Ma mère pleure dès qu'on effleure le sujet. Mon père change de chaîne. Mes tantes disent « Laissez ça au passé, c'est le diable qui avait pris le dessus. » Alors je me tais, je porte ça en moi comme une pierre brûlante au fond du ventre. Chaque année, à la date anniversaire, je fais semblant d'avoir mal à la tête pour rester au lit toute la journée. Je croyais que personne ne savait vraiment ce qui s'était passé cette nuit-là. Je croyais que c'était mon fardeau, à moi seul. Jusqu'à cet après-midi-là. Maman Fatou était venue à la maison pour garder les enfants, pendant que J allait chercher Aminata à elle, école. En rentrant, je l'ai trouvée dans la cuisine, au téléphone. Elle parlait en wolof rapide, comme quand elle ne veut pas que je comprenne tout. Mais j'ai attrapé quelques mots. Oui, c'est moi qui avais payé à l'époque. Elle était trop fière. Il fallait la calmer un peu. Regarde-la aujourd'hui, elle essaie de rester, non? Elle sait plus où aller. Mon sang s'est glacé. Elle a raccroché en me voyant, sourire éclatant. « Ma chérie, tu es déjà revenue? Viens, je t'ai fait du bissap. » Je n'ai rien dit. J'ai pris mon sac, j'ai embrassé les enfants et je suis parti dans la chambre. J'ai fermé la porte à clé. Et là, assise sur le lit, j'ai senti mon cœur se déchirer en 2. Elle savait. Et pire, elle parlait comme si elle avait participé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Moussa ronflait doucement à côté de moi et moi je fixais le plafond comme si les réponses allaient tomber du plâtre. Payer. Il fallait la calmer. Elle est restée. Ces mots tournaient dans ma tête comme une chanson maudite. Je me disais que j'avais mal entendu, que c'était une coïncidence, que maman Fatou parlait peut-être d'une autre fille. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que c'était moi. Le lendemain matin, je faisais semblant de ranger le salon pendant qu'elle donnait le bain à Ibrahim. J'ai ouvert son grand sac en cuir noir, celui qu'elle trimballe partout. J et senti mon cœur battre si fort que J qu'on avait peur que Mel et Lèche entendent depuis la salle de bain. Dedans, il y avait son portefeuille, ses clés, un chapelet et un vieux téléphone Nokia, le petit modèle qu'elle garde pour les appels du village. J'ai hésité. Toucher le téléphone de sa belle-mère, c'est presque un péché dans nos familles. Mais je l'ai pris. J'ai ouvert les messages. Il y en avait un, daté de la semaine dernière, envoyé à une certaine Tante Ndeye. Elle commence à poser trop de questions sur le passé. Je lui ai dit de se taire, mais elle est têtue comme avant. S'il faut, je lui rappelle ce qui lui est arrivé en 2012. Elle fermera sa bouche. C'est moi qui avais tout organisé pour qu'elle comprenne sa place. L'année exacte, le mois de juillet, le jour où ma vie s'est arrêtée. J'ai remis le téléphone à sa place, les mains tremblantes. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Les jours suivants, tout me semblait suspect. Quand elle me regardait trop longtemps, j'avais l'impression qu'elle lisait dans mes pensées. Quand elle disait « ma fille » avec son sourire trop large, j'avais envie de hurler. Une fois, elle a glissé devant Moussa. Heureusement qu'Aïcha était restée avec toi, malgré... Tu sais,
Ce qui s'est passé à l'époque. Beaucoup de filles auraient fui. Moussa a ri, gêné, il a changé de sujet. Moi, je suis resté figé, la cuillère en l'air. Je me suis mis à fouiller quand la maison était vide. J'ai trouvé, dans le fond d'un tiroir de la chambre d'amis où elle dormait parfois, une enveloppe jaunie. Dedans, un reçu de Western Union. Date 10 juillet 2012. Expéditeur Fatou Diallo, son nom de jeune fille. Destinataire un certain Ibrahim Ndiaye. Une adresse à Médina, Dakar. Montant 1500 000 francs CFA. Au dos, écrit à la main, pour la petite Aïcha, qu'elle apprenne. Le même jour, le même quartier où on m'avait retrouvé. J'ai pleuré sans bruit, assise par terre, le papier dans les mains. Je me suis demandé si j'étais en train de devenir folle, si je voyais le mal partout. Une partie de moi voulait tout balancer à Moussa, tout brûler. L'autre partie me disait « Si tu parles, tu vas détruire ton mariage. Tes enfants grandiront sans père. Tout le monde dira que tu exagères. » Et puis, comment expliquer à mon mari que sa propre mère a peut-être payé pour qu'on me brise ? Je suis resté comme ça, des heures, à trembler. Et puis j'ai entendu la clé dans la serrure. Elle rentrait. J'ai tout rangé vite, le cœur au bord des lèvres. Elle est entrée, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit doucement « Aïcha, ma chérie, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dormir, crois-moi. » Je n'ai plus pu dormir, ni manger, ni même prier correctement. À chaque rakaat, je m'arrêtais au milieu. Les larmes coulaient toutes seules. J'ai pris une décision. Je devais savoir, même si ça devait me tuer. D'abord, j'ai appelé ma grande-tante Mariama, celle qui vit toujours à Dakar, aux Parcelles Assainies. C'est elle qui m'avait recueilli cette nuit-là, en 2012, quand on m'avait ramenée à moitié consciente. Je tremblais en composant son numéro. « Tantine, c'est Aïcha. Il faut que tu me dises la vérité sur ce qui s'est passé. Toute la vérité. » Silence. Long. Puis elle a soupiré. « Ma fille, laisse-le passer où il est. Dieu a effacé. » « Non, Tantine. Quelqu'un a payé. Quelqu'un a voulu que ça m'arrive. Dis-moi qui. » Elle a pleuré. Elle a fini par parler. Elle m'a raconté que ce soir-là, une cousine éloignée, M, avait invité à une soirée de anniversaire dans une maison à Médina. J'avais bu un jus de bissap. Et après, plus rien. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre, avec un homme que je ne connaissais pas. On m'avait drogué. On m'avait volé ma dignité. Ma tante m'avait retrouvé grâce à un appel anonyme. Mais ce qu'elle ne m'avait jamais dit, c'est que l'homme en question avait été payé. Et que l'argent venait de quelqu'un qui voulait me calmer. Parce que j'étais trop fière, trop indépendante. Et surtout, parce que je sortais déjà avec Moussa en cachette. Et que cette personne, c'était Fatou. Ma future belle-mère d'alors. Elle ne me connaissait presque pas, mais elle avait entendu parler de moi par des commères. Elle trouvait que je n'étais pas assez soumise pour son fils unique. Elle voulait me briser avant même le mariage pour que je sois reconnaissante quand Moussa me sauverait plus tard. Elle avait payé cet homme, un voyou du quartier, pour qu'il me salisse, pour que je n'ait plus d'autre choix que de m'accrocher à son fils comme à une bouée. Ma tante m'a juré qu'elle n'avait rien su à l'époque. Elle l'a appris des années après, par une amie de la famille qui avait honte. J'ai voulu te le dire, Aïcha, mais ta mère m'a supplié de me taire. Elle disait que si tu savais, tu ne pourrais plus vivre. J'ai raccroché. J'étais assise dans le métro, ligne 13, direction Saint-Denis. Les gens autour de moi riaient, écoutaient la musique. Moi, je n'entendais plus rien. Je me suis vu dans la vitre. Une femme brisée qui souriait encore sur les photos de mariage accrochées chez elle. Le soir même, j'ai appelé une ancienne voisine de Dakar, celle qui habitait juste à côté de la maison où c'est arrivé. Elle a confirmé. Elle avait vu Fatou remettre l'enveloppe à l'homme, 2 jours avant. On pensait que c'était pour un terrain, on n'a pas posé de questions. Chez nous, on ne pose pas de questions. Je suis rentré à la maison. Moussa était au travail. Les enfants dormaient. J'ai regardé le canapé où ma belle-mère s'asseyait tous les dimanches. J'ai regardé la photo de mariage au-dessus de la télé. Elle, radieuse, me tenant la main comme une mère. Cette femme qui venait manger mon riz au poisson, qui embrassait mes enfants, qui me disait « bah, ma fille ». C'était elle qui avait payé pour qu'on me détruise. Elle vivait sous mon toit. Elle dormait parfois dans la chambre d'à côté. Et moi, pendant toutes ces années, je lui disais merci.
Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai eu envie de mourir. Et en même temps, pour la première fois, j'ai eu envie de vivre. Vraiment vivre. Mais avant, il fallait que je l'entende de sa bouche. Je l'ai attendu un dimanche après-midi. Moussa était parti jouer au foot avec ses cousins, les enfants chez ma sœur. J'avais tout préparé dans ma tête 1000 fois. Les mots, les gestes, même le ton de ma voix. Mais quand elle est entrée, sac à main en perles, boubou impeccable, sourire de mère parfaite, j'ai failli tout lâcher et m'enfuir. Elle a posé son biceps sur la table et m'a dit « Ma fille, tu as une tête, qu'est-ce qui ne va pas? Viens, on va prier ensemble. » Je n'ai pas bougé. J'ai fermé la porte à clé derrière elle. « Maman Fatou, assieds chez toi. » Elle a froncé les sourcils, mais elle s'est assise. J'ai sorti l'enveloppe jaunie, le reçu Western Union, les captures d'écran des messages, la photo de la maison à Médina. Je les ai posés un à un devant elle, comme on pose des cartes sur une table de jeu. D'abord, elle a ri, un petit rire nerveux. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu fouilles dans mes affaires maintenant ?» Puis elle a vu la date, le nom, le montant. Son visage s'est fermé. « C'est tante Mariama qui t'a parlé? Ou cette commère de Ndeye? Elles ont toujours été jalouses de moi. » J'ai répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas. Calme, froide, comme si c'était une autre femme qui parlait. « Dis-moi la vérité, c'est toi qui as payé Ibrahima Ndiaye pour qu'il me brise en 2012. Dis-le. » Elle a levé les yeux vers moi, plus de sourire, juste 2 billons noirs, durs. Et alors, elle a lâché. « Oui, c'est moi. Tu crois que je voulais une fille comme toi pour mon fils unique? Une fille qui répondait, qui sortait tard, qui se croyait plus intelligente que tout le monde. Tu allais le détourner de moi, de sa famille, de ses devoirs. Il fallait que tu comprennes ta place. » J'ai senti mes jambes trembler. J'ai dû m'appuyer contre le mur. Ma place, c'était d'être violée. Elle a haussé les épaules. « Personne ne t'a tué. Regarde-toi aujourd'hui. Tu as une belle maison, 2 beaux enfants. Mon fils t'aime. Tu es resté, non? C'est ce que je voulais. Une femme qui sait ce que ça coûte de perdre sa réputation. Une femme qui reste, qui ferme sa bouche, qui dit merci. » Je pleurais sans bruit. Les larmes coulaient toutes seules. « Tu te rends compte de ce que tu m'as pris? Tu te rends compte que je porte ça tous les jours? » Elle s'est levée, elle a pris son sac. « Arrête ton cinéma, Aïcha. Tu crois que la vie est douce? Moi aussi, on m'a forcé à me marier à 17 ans. J'ai appris. Toi aussi, tu as appris. Maintenant, tu es une bonne épouse, une bonne mère. Tu devrais me remercier. » Je l'ai attrapée par le bras, plus fort que je ne l'avais prévu. « Remercier? Tu as détruit une partie de moi pour toujours. » Elle s'est dégagée doucement, presque avec pitié. « Ma fille, si tu parles, tu perds tout. Moussa ne te croira jamais contre sa mère. La famille te tournera le dos. Tes enfants grandiront avec la honte. Garde ça pour toi, comme une grande. » Elle a ouvert la porte. Avant de sortir, elle a ajouté sans se retourner. « Et si tu vas voir la police ou l'imam, souviens-toi. Et encore les messages où tu disais que tu aimais mon fils plus que tout. On dira que tu inventes pour divorcer et prendre l'argent. » Elle est partie, la porte a claqué. Je suis resté là au milieu du salon, entouré des preuves que plus personne ne verrait jamais. J'ai regardé la photo de mariage au mur. Elle, moi, Moussa, tous les 3 souriants. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu ma confiance en elle. J'ai perdu ma place dans cette famille. Et peut-être, dans ma propre vie. Les jours qui ont suivi, je marchais comme une ombre dans ma propre maison. Moussa me demandait pourquoi je ne mangeais plus, pourquoi je pleurais sous la douche. Je lui disais « fatigue, règles douloureuses, n'importe quoi ». Je n'étais pas prête. Pas encore. J'ai pris rendez-vous avec une psychologue sénégalaise que j'avais trouvée sur Instagram, une sœur qui aide les femmes de la diaspora. Pendant 1 heure, j'ai tout vidé. À la fin, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit simplement « Aïcha, tu n'as plus à porter le crime de quelqu'un d'autre, tu as le droit de choisir ta paix. » Cette phrase m'a suivi partout. J'ai réfléchi à tout. Si je parle à Moussa, il va falloir qu'il choisisse entre sa mère et moi. Il l'aime, c'est son sang. Si je porte plainte en France, l'histoire remontera jusqu'à Dakar, toute la communauté saura. Mes enfants entendront un jour « Ta grand-mère a payé pour violer ta mère. » Si je me tais, je continue à vivre avec le monstre qui m'a brisé,
qui embrasse mes enfants tous les dimanches. J'ai prié, longtemps, des nuits entières. J'ai ouvert le Coran au hasard, et je suis tombé sur Sourate An-Nisa. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera ses dons par où il ne s'y attend pas. Alors j'ai compris que ma sortie de secours, ce n'était pas forcément la justice des hommes. C'était la justice que je me devais à moi-même. Un vendredi matin, après la prière de l'aube, j'ai réveillé Moussa. Je lui ai tout raconté. Sans larmes cette fois. Juste les faits, le reçu, les messages, les aveux. Je lui ai montré les preuves. Il a blêmi. Il a pleuré comme un enfant. Il a voulu appeler sa mère tout de suite. Je l'ai arrêté. Non. Écoute-moi jusqu'au bout. Je lui ai dit ma décision. Je ne porterai pas plainte. Pas encore. Parce que je refuse que mes enfants grandissent dans la haine et les tribunaux. Mais je ne vivrai plus une seconde sous le même toit que cette femme, ni sous son nom. Tu as deux choix, Moussa. Soit tu coupes tout contact avec ta mère tant que elle n'aura pas reconnu publiquement ce que elle a fait et demandé pardon devant la famille. Soit je pars. Avec les enfants. Et tu ne nous reverras que pour les vacances et les fêtes. Il a pleuré encore. Il m'a supplié de rester. Il a dit qu'il ne pourrait pas vivre sans sa mère. Je lui ai répondu doucement. Moi, je n'ai pas pu vivre sans ma dignité pendant 13 ans. Aujourd'hui, je la reprends. 2 semaines plus tard, j'ai fait mes valises. Pas beaucoup. Juste l'essentiel et les albums photos des enfants. J'ai trouvé un petit appartement à Montreuil, grâce à une association qui aide les femmes victimes. Aminata et Ibrahim étaient tristes, mais ils sentaient que maman était plus légère, plus souriante. Moussa vient tous les soirs après le travail. Il dort parfois sur le canapé. Il a vu sa mère une seule fois. Il lui a demandé la vérité. Elle a nié, puis elle a pleuré, puis elle a dit que j'exagérerais. Il est parti sans un mot. Depuis, il ne répond plus à ses appels. Un jour, il reviendra vivre avec nous. Ou pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour la première fois depuis 2012, je dors sans cauchemar. Je ris vraiment quand mes enfants me font des blagues. Je prie avec le cœur léger. Je ne pardonne pas. Pardonner, c'est à Dieu. Mais je ne porte plus la honte qui n'était pas la mienne. À vous qui m'écoutez, si quelqu'un, même la personne la plus proche, vous a fait du mal et vous dit de vous taire pour la famille, sachez une chose. Votre paix n'est pas négociable. Votre vérité n'est pas un fardeau. Et votre guérison commence le jour où vous décidez que vous méritez d'être protégé, même si c'est vous-même qui devez vous protéger. Je m'appelle Aïcha. Je suis toujours debout. Et aujourd'hui, je suis enfin libre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait pleurer, réfléchir, ou si elle vous a rappelé quelque chose que vous portez en silence, ne partez pas comme ça. Abonne-toi à la chaîne Récap Movie Coréen. Active la cloche pour ne rien rater. Ici, on parle d'histoires vraies, d'émotions brutes, de résilience africaine et de femmes qui se relèvent, peu importe la violence qu'elles ont subie. Partage cette vidéo à une sœur, une cousine, une amie qui a peut-être besoin de entendre que elle n'est pas seule et qu'elle a le droit de choisir sa paix. Laisse un petit cœur en commentaire si tu as pleuré avec Aïcha et écris « Je suis debout » si tu décides, toi aussi, de ne plus te taire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous secouer le cœur. Prenez soin de vous, mes reines. Vous méritez la lumière. À très vite.